slot, mais ce sont des informations capitales, des données capitales qu'on devrait avoir pour pouvoir aider la population à adhérer. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci, docteur Anne-Marie, pour ces éléments et pour le travail que vous continuez de faire. Bon appétit à ceux qui mangent déjà. Moins de bruit à ceux qui bourdonnent, s'il nous plaît. Sinon, on va le faire au même moment et ça ne va pas beaucoup nous aider. On a noté les chiffres, les 15% sur le 19 qu'on s'était fixé. Et donc, on n'a pas encore atteint l'objectif premier, alors qu'il aurait fallu l'atteindre et même dépasser. Donc, on va y revenir. Mais maintenant, on va écouter un témoignage, un mot d'espoir de ceux qui sont sur le terrain, avant que nous ouvrions le jeu aux questions, aux échanges proprement dit, parce que c'est pour ça que nous sommes ici. On va écouter Dr Tony, quel témoignage il a, ou quelle intervention de terrain il veut bien partager avec nous. Dr Tony, vous avez quelque chose à partager avec nous, sûrement. Avec les 50 ans de l'ABFND, plus de 50 ans d'ailleurs, vous avez beaucoup de success stories, vous avez forcément des témoignages pour motiver aussi ceux de la presse, mais aussi les autres partenaires techniques et financiers. Merci beaucoup pour la parole accordée. Je vais emboîter les pas à Madame la directrice. Je tiens vraiment à remercier les réseaux, les journalistes en santé sexuelle et reproductive pour cette initiative tant louable pour la promotion de la santé sexuelle et reproductive en général, plus précisément de la planification familiale. C'est vrai, j'ai été invité ici pour donner quelques exemples de témoignages des ABFND, vu son expérience, vu le temps que l'organisation a passé sur le terrain, ici en RDC. Mais il est important de marteler ou bien de revenir encore sur ce que Madame a dit. Vous avez constaté ensemble que les défis énormes par rapport aux engagements pris pour améliorer la prévalence ou bien l'accès des populations aux méthodes contraceptives. ABFND, c'est une vieille organisation, comme vous venez de le dire vous-même. C'est une organisation qui est née vers les années 73, plus précisément le 14 février 73. Nous sommes à notre 52e année d'existence, ici en RDC. Pour la petite histoire, c'est ABFND qui a commencé à offrir la contraception ou les méthodes contraceptives sous le concept des naissances désirables. Nous avons beaucoup d'interventions sur le terrain pour booster les écarts qui venaient de présenter Madame. Comme il vous a été dit, la planification familiale, c'est parmi les stratégies qui bloquent ou bien qui freinent la mortalité, que ce soit maternelle et infantile. Et pour qu'il y ait adhésion des populations dans la planification familiale, nous disons toujours la première méthode contraceptive, c'est l'information. C'est ça, le premier médicament ou bien la première méthode contraceptive. Donc vous, journalistes, vous avez un rôle capital à jouer pour informer les communautés, avoir des informations sur les qualités précises, sur l'existence ou bien comment accéder à une méthode contraceptive. Donc je tenais vraiment à m'appeler sur ça pour que vous puissiez prendre vos responsabilités, parce que c'est une responsabilité, je dirais, commune. Ce n'est pas seulement aux acteurs de santé, c'est aussi à vous pour aussi sensibiliser les communautés à adhérer aux méthodes contraceptives. Ici, nous sommes invités pour représenter les CTMP, en même temps aussi l'organisation où nous travaillons, c'est-à-dire ABEF. Dans le cas du CTMP, le CTMP, c'est une plateforme
des acteurs en santé sexuelle et reproductive, que ce soit les acteurs médicaux, que ce soit les acteurs non médicaux, qui réfléchissent ou bien avec un objectif de faire le plaidoyer pour la mobilisation des fonds à travers la planification familiale. Donc c'est une plateforme non pas seulement pour nous qui sommes des secteurs de la santé, il y a des ONG nationales et internationales, il y a les acteurs de la société civile que nous sommes, il y a le gouvernement qui assure même le secrétariat technique, représenté par le PENTER, il y a aussi d'autres ministères qui sont dans le CTMP, y compris les journalistes. Donc la représentante ou bien le chef des RJCC, la coordonnatrice, elle ne veut pas qu'on utilise le terme chef, la coordonnatrice du RJCCR fait partie aussi des membres du CTMP. Donc c'est une plateforme qui permet à ce que les engagements que le gouvernement y a à avoir dans le cadre du FP 2030 puissent aussi aboutir, parce que parmi les stratégies utilisées, il faudrait qu'il y ait coordination des intervenants et des interventions autour ou bien en faveur de la planification familiale. Donc pour cet engagement, le CTMP, c'est vraiment une plateforme qui répond à ces engagements. S'il faut revenir sur les témoignages ou bien les différentes interventions que nous menons sur le terrain, ABFND utilise la stratégie fixe et la stratégie mobile. Dans la stratégie fixe, nous avons des cliniques propres où nous offrons des services de santé sexuelle et reproductive de qualité à un coût abordable, voire même des fois gratuitement, selon les moyens ou bien je dirais les statuts de nos clients. Donc ici à Kinshasa, nous avons deux cliniques, une clinique à Kasavubu et une clinique au niveau de la commune de Nassina. Les cliniques que nous appelons clinique Opisabibota. Donc à Kasavubu, nous sommes juste sur l'avenue Kasavubu, croisement Chaba Kasavubu. C'est une clinique qui prend en charge ou bien qui offre des services de SSRF gratuitement, comme je venais de le dire, avec d'autres services connexes comme les soins complets d'avortement. Il y a aussi la prise en charge de violences basées sur le genre. Donc, à part ça, il y a aussi une clinique à Matadi, au Congo central, une clinique à l'Équateur, une clinique au Sud-Kivu, dans la province de Sud-Kivu. Et puis, nous avons une clinique dans les Hauts-Katanga, ce qui fait un total de 6 cliniques à travers le pays. Ça, c'est vraiment une stratégie, je dirais, fixe que nous utilisons pour offrir les services dans la communauté. À part nos cliniques propres, nous avons aussi des cliniques partenaires. Actuellement, nous comptons plus ou moins 250 cliniques partenaires avec lesquelles nous avons signé des contrats de partenariat pour l'orientation des clientes qui veulent avoir des méthodes contraceptives. Madame venait de le dire ici, il y a l'étude démographique sur la santé, l'IDES 2023-2024 a démontré qu'il y a une demande de plus ou moins 51% de femmes qui veulent avoir des méthodes contraceptives. Mais parmi les 51, 32% n'ont pas accès aux méthodes contraceptives. Donc ça, c'est vraiment un grand défi que vous devez noter en rouge. Donc parmi les défis que nous devons remonter, donc les besoins non satisfaits en PF qui doivent être comblés. 32% selon l'IDES 2023-2024 des femmes qui n'ont pas accès aux méthodes contraceptives. Donc j'étais en train de dire, nous avons signé des partenariats avec des cliniques partenaires pour étendre, je dirais, l'offre de services en planification familiale. À part la stratégie fixe, nous avons la stratégie mobile. Dans la stratégie mobile, il y a des relais communautaires que nous appelons des distributeurs à base communautaire qui sont dans des communautés qui se mobilisent, qui avancent ou bien approchent la communauté pour offrir des méthodes contraceptives, mais ce sont des méthodes contraceptives adaptées à leur formation. Ce sont des méthodes contraceptives, d'autres qui sont offertes au niveau des cliniques propres par un agent ou bien un prestataire clinique. Mais pour les relais communautaires qui sont dans la communauté, il y a une gamme de méthodes contraceptives qu'ils offrent au niveau de la communauté. Il y a aussi une stratégie des équipes mobiles où on fait déplacer les cliniques, c'est-à-dire les prestataires cliniques et les prestataires communautaires au niveau des communautés pour approcher ou bien
amener les services vers les communautés. Nous avons aussi une stratégie, je dirais, ancienne, mais que nous avons eu à actualiser, la clinique mobile, un véhicule médicalisé qui va vers les communautés pour offrir des services de planification familiale. Nous menons aussi des campagnes de masse où les gens viennent recevoir des méthodes contraceptives gratuitement, sans payer ni un coût ni un franc, pour, dans l'objectif toujours d'étendre l'offre de services dans la communauté. Je suis en train de voir, Madame la directrice, elle a aussi d'autres responsabilités, donc je m'arrête par là, momentanément par là, pour permettre à Madame d'aller répondre à d'autres invitations et puis nous allons continuer. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr Tony. C'est pas qu'on n'applaudit pas, mais les mains sont occupées. Hein? Merci pour ce complément d'infos. Alors, chers sœurs et confrères, Madame la directrice doit s'en aller. Elle va répondre rapidement à quelques questions. Elle demandait une. Bon, ça peut être 1,5. Arrangez-vous pour que ça s'appelle forcément une sous-question. Elle peut répondre et partir. Non, elle peut garder ce micro-là. Moi, je vais donner à ce... Voilà. À la même table. Hein. Bonjour, rebonjour. Alors, moi j'ai une question à madame. Après avoir suivi l'exposé, vraiment combien informatif, j'avais une question parlant de l'accès aux services de planification qui était gratuit, alors qu'à ces jours, les difficultés de la population en général pour accéder à ce service de planification sont observées. Et les objectifs non atteints par le gouvernement, etc., les défis sont vraiment énormes. La question est de savoir quelles sont, selon vous, les raisons qui font que cet accès au service de planification soit continue de piétiner jusqu'à ces jours, et aussi comment relever la pente. Merci. Toujours dans le même sens. Je voulais poser la question à Madame la directrice. Pourquoi seulement les 15%? Qu'est-ce qui a fait que nous puissions ne pas atteindre les objectifs comme vous vous êtes assigné parce que vous représentez le gouvernement? Mais aussi, qu'est-ce que vous demandez aux médias pour pouvoir relever cette pente? Madame la directrice, les deux questions se complètent, donc ça fait une question. Voici la seconde question. Ok, merci beaucoup pour la parole. Moi, c'est juste une préoccupation. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, comme vous dites là, nous avons vraiment un pourcentage réduit en ce qui concerne les femmes qui utilisent les méthodes de planification. Mais moi, je vois, il y a des acteurs de santé qui passent de temps en temps pour sensibiliser les femmes à aller pour avoir des méthodes de contraception. Ouais, mais il y a des préoccupations. Il y a des femmes qui s'iront, mais après, il y a comment je peux dire, des effets secondaires, voilà. Il y a vraiment des effets secondaires qui sont néfastes. Il y a des douleurs, il y a des hémorragies, il y a même l'arrêt ou je ne sais pas, l'arrêt des règles, il y a même des maux de dos. Il y a quoi encore? Donc, il y a des multiples facteurs négatifs en ce qui concerne les méthodes de planification. Aujourd'hui, les femmes sont un tout petit réticentes à aller pour avoir toutes ces méthodes-là. Et il y a d'autres aussi qui n'arrivent plus à concevoir. Voilà. Que dites-vous par rapport à ces méthodes? Nous pouvons aller comment sensibiliser, mais avec ces effets néfastes, il y a des questions qui nous sont posées. Que devons-nous répondre? Merci beaucoup. Merci. Heureusement, vous avez donné la bonne information comme première méthode. Merci beaucoup, mesdames et journalistes. Je vous remercie, c'est vraiment une question très intéressante. Des questions, toutes les questions que vous avez posées sont très intéressantes. Je commence par la dernière pour dire que
Ce ne sont pas des effets néfastes, ce sont des effets secondaires. Donc, ce que vous avez cité et énuméré, ce sont des effets secondaires. La contraception avec les méthodes modernes, c'est avec les médicaments. Donc, les médicaments, pour la plupart, ce sont des hormones. C'est vrai que les hormones, ils ont des effets secondaires. C'est pour ça que chaque personne devant prendre la contraception doit approcher un personnel formé, le personnel formé qui étudie au cas par cas quelle est la méthode qui convient pour telle personne. Il ne faut jamais prendre la contraception par du bouche à oreille. Il faut aller vers les centres de santé où nous avons des personnels formés et en fonction des besoins de tout un chacun, il y a des conseils qui sont donnés et puis la personne choisit librement. Et puis en cas d'effet secondaire aussi, il y a aussi des moyens pour pallier ces effets secondaires. Ce n'est pas des effets néfastes. Les effets néfastes, c'est parce que quand les gens le prennent par du bouche à oreille, ils n'ont pas la bonne information parce que tel a pris cette contraception, moi aussi je vais la prendre. On n'a pas étudié votre cas personnellement pour dire est-ce que ça vous convient ou bien ça ne vous convient pas. C'est pour ça que je vous demande à vous les journalistes de donner plutôt cette information-là aux gens. Approchez-vous des gens qui sont formés et eux ils vont vous donner la contraception qui vous convient la bonne. Et puis après, s'il y a des effets secondaires aussi, vous retournez toujours vers les centres de santé, vers les hôpitaux. C'est là aussi qu'on sait vous donner aussi des, comment on dit, relever ces cas-là pour dire, excusez-moi, pour éviter que les effets secondaires puissent s'éterniser. Donc ça, c'était la première réponse par rapport à ça. Et puis, par exemple, avec du bouche à oreille, nous avons des contraceptions qui n'ont pas du tout des hormones, par exemple. Comme les dispositifs intra-utérins, on en a pour ce qu'on appelle des DIU qui sont sans hormones. Et avec du bouche à oreille, on raconte beaucoup de choses. On dit aux gens, ah, si vous acceptez ça, ça donne des cancers. C'est archi faux. C'est vraiment, approchez toujours le personnel, on va vous donner la contraception qu'il vous faut. Le cancer, toutes les personnes qui font le cancer n'ont pas eu la contraception. Donc c'est vraiment pour vous dire que bannissons le bouche à oreille. Allons vers le personnel formé bannissons. Alors à la deuxième question pour dire, les défis s'arrêtent énormes. Qu'est-ce que vous envisagez? C'est évidemment ça aussi ce que nous faisons, c'est pour aider à relever le défi. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas boosté? Nous avons boosté la contraception. Parce qu'en 2013, on était à 8%. Si on regarde à l'échelle nationale, on a doublé. On était à 8% en 2013. En 10 ans, on a doublé. Mais c'est vrai, on n'a pas atteint les objectifs qu'on s'était fixés. Mais pour doubler, je peux vous dire qu'on a vraiment fait beaucoup d'efforts à l'échelle du pays. Parce que là, on fait les statistiques, c'est à l'échelle du pays, mais quand on regarde par province, il y a des provinces qui sont vraiment bien hauts, qui dépassent même cet objectif-là. Mais nous devons tout considérer à l'échelle nationale. Et les efforts continuent toujours à être faits parce qu'il y a beaucoup de réticences, parce que les gens ne connaissent pas, c'est entre autres, les gens ne connaissent pas. Les gens ne connaissaient pas, ou ne connaissent pas, ou ils se plient sous du bouche à oreille. Il y a des gens qui ont dit la contraception, si on la donne gratuitement, c'est parce qu'on veut empêcher l'Afrique de faire des enfants. Vous comprenez que ce sont vraiment ces normes-là qui bloquent plus l'accès à l'utilisation parce que les gens ne veulent pas. Et nous insistons pour que les gens puissent avoir la bonne information. Et puis en plus, quand les gens ont la bonne information, quand ils partent, qu'ils puissent accéder aux services. Que ces besoins-là nous satisfaits, qu'ils soient au moins satisfaits parce que c'est énorme. Parce que si on arrive à lever ça, les deux boulots-là, les gens ont la bonne information et puis après, quand ils arrivent, ils ont la méthode qu'ils veulent. Parce que c'est ça aussi, nous avons élargi la gamme des méthodes comme ça. Tu choisis librement la méthode qui te convient, pas nécessairement la méthode de la voisine. C'est la méthode en fonction de toi. Qu'est-ce que ça dit? Ton corps dit quoi? Donc voilà un peu, si je peux vraiment insister sur les deux. Mais je tiens vraiment à m'excuser parce que le rendez-vous avec le coordonnateur, c'est à 11h juste. Et là, je suis déjà là vraiment après. Merci beaucoup. Mais nous vous remercions. Alors, merci beaucoup, Madame Anne-Marie. Nous allons vous libérer. Et si, à la fin, nous avons des recommandations qui pourront être adressées à vous,
on va vous le faire parvenir. En tout cas, merci beaucoup. Merci encore, Madame Anne-Marie, docteur, d'avoir été là. On continue sur des questions-réponses au lieu que ça se passe entre tables, parce que tout à l'heure, quand elle parlait des méthodes, moi j'avais aussi des voisins qui avaient leurs informations des voisines. Alors on préfère qu'ils posent leurs questions à la personne qu'il faut directement. Tout à l'heure, on a parlé de la gamme des méthodes et tout. Peut-être qu'il faut aussi y aller dans les détails pour mieux appréhender la question. Sinon, les alaka, maintenant, il y a tout ce qui se passe dans Mukili, la contraception de Mukili, ça peut pas être vrai quand même, sans blague. Et donc, il faut des bonnes informations. Alors, le micro, il est où? Mais est-ce que... oui. Parce que s'il n'y avait pas encore des questions, j'allais demander au docteur de nous parler de la gamme. Hein? La gamme de ces méthodes, parce qu'on dit que nous faisons il y a monter et tout ça. C'est quoi les différences, les nuances et comment on se fait consulter professionnellement pour avoir l'attitude de choisir la méthode qui me convient. S'il vous plaît. Christelle, s'il te plaît, on suit l'ordre. Docteur, moi, par rapport à des méthodes adaptées peut-être à notre famille. Ah, parce qu'on m'a de savoir, alléluia, alléluia. Ma de savoir. Je posais la question par rapport à la gamme adaptée aux méthodes. Je dis chaque femme a son anatomie, a ses problèmes. Comme moi personnellement, j'ai eu à utiliser la méthode implant de 3 ans, mais ça m'a posé des problèmes 8 ans plus tard que je conçus encore. Donc j'ai fait 11 ans avec ça, je n'arrivais pas à concevoir. Et quand je suis allée ici, on me disait non, tu as des problèmes, tu ne peux pas concevoir. Je suis allée ailleurs, c'est là que le médecin a dit tu n'as aucun problème. Je trouve que seulement ce que tu avais mis comme implant, ça ralentit les hormones de fécondité. Il m'a juste prescrit quelques vitamines pour augmenter un peu la dose. Et quelques années plus tard, j'ai encore conçu. Donc pour dire peut-être que s'il faut sensibiliser les femmes, ça c'est vraiment une préoccupation. Il faut vraiment donner des bonnes informations pour que les gens ne puissent pas spéculer sur les méthodes contraceptives. Parce qu'il y a des femmes aujourd'hui qui sont sceptiques par rapport peut-être à un témoignage, par rapport à un problème qu'une femme a connu. Et voilà, si peut-être que les gens viennent pendant la sensibilisation, on leur montre la réalité et ça va vraiment sauver les vies des femmes. C'était un peu ça ma proposition aussi. Docteur, on s'arrête sur la gamme des méthodes, bien explicitée, après on va ramasser les autres questions, parce que c'est aussi crucial. Merci beaucoup. S'il faut parler de la gamme des méthodes contraceptives, d'abord, nous devons savoir la majorité de méthodes contraceptives est faite à base des hormones. Les cycles menstruels, les cycles... J'étais en train de dire... Oui, merci. J'étais en train de dire ceci, la majorité de méthodes contraceptives est faite à base des hormones. Les cycles menstruels est hormonal. Ok? Tout tourne autour des hormones pour que la femme puisse avoir ses menstrues. Le processus de conception est hormonal. Donc, les leviers sur lesquels on s'appuie pour que les méthodes contraceptives puissent avoir l'action, c'est les hormones. Ça, c'est vraiment un élément très essentiel que nous devons retenir. Et vous allez aussi comprendre pourquoi, si une femme est mise sous contraceptif hormonal, il y a de temps à autre où il y a perturbation, que ce soit dans ce cycle menstruel ou bien dans sa capacité reproductive. Les différentes méthodes contraceptives, parlons-en. Nous devons retenir qu'il y a des grands groupes de méthodes contraceptives.
Il y a les méthodes que nous appelons traditionnelles et les méthodes modernes. Dans les méthodes traditionnelles, ce sont des méthodes, comme les mots l'indiquent, ce sont des méthodes qui ont été ou bien qui sont utilisées depuis le temps par nos ancêtres. Même actuellement, il y a certaines personnes qui continuent à l'utiliser. Mais il faut dire que ce sont des méthodes qui ne sont plus efficaces ou qui ne sont pas efficaces. Dans ces méthodes traditionnelles, nous avons le coït interrompu. Le coït interrompu, c'est quoi? C'est lorsqu'il y a un couple, lors de la copulation, l'homme fait en sorte pour déverser, je dirais, sa sémence hors de voie génitale de la femme. Mais vous conviendrez avec moi que ce n'est pas évident, ce n'est pas facile pour un homme de maîtriser cela ou bien de maîtriser, je dirais, sa libido pour déverser, en fait, sa sémence hors de voie génitale de la femme. À part les coïts interrompus, nous avons à part les coïts interrompus, parmi les méthodes traditionnelles que nous avons, il y a aussi l'abstinence périodique. L'abstinence périodique. Dans l'abstinence périodique, c'est une méthode contraceptive qui consiste à ce que l'homme et la femme ne puissent pas avoir des rapports sexuels pendant que la femme est dans sa période fertile. Or, l'homme ne doit pas nécessairement être un professionnel de santé, même s'il peut y avoir des informations auprès du personnel de santé pour savoir que sa femme est durant sa période fertile. Mais ce n'est pas vraiment évident qu'elle puisse, ou bien qu'il puisse avoir des rapports avec sa femme, pendant que sa femme est en dehors de sa période fertile. Conséquence, il y a beaucoup d'erreurs dans cette méthode et la femme finisse, ou bien les femmes finissent toujours par tomber enceinte. Donc ça demande à ce que pendant un long moment, que les couples ne puissent pas avoir des rapports pour que la femme ne puisse pas tomber enceinte. Ce sont des méthodes peut-être si nous devons prendre le stylo ou bien la craie pour expliquer si nous pouvons rester ici jusqu'à demain. Mais je suis en train de vous les citer pour que vous puissiez avoir une idée. Peut-être dans un cadre vraiment beaucoup plus approprié, nous pouvons revenir sur ça dans les détails possibles. Ça, ce sont les deux méthodes contraceptives traditionnelles. C'est Abel qui va nous Maintenant, pour les méthodes modernes, nous avons des méthodes naturelles et des méthodes artificielles. Dans les méthodes naturelles, nous avons les méthodes, ce qu'on appelle la mama, méthode d'allaitement maternel et d'aménorrhée. Je pense que vous avez déjà entendu parler de ça. Où on recommande à la maman, durant les 6 mois qu'elle vient d'accoucher, donc après l'accouchement, d'allaiter exclusivement l'enfant au sein. Donc il est recommandé donc chaque 3 heures allaiter l'enfant. Et cet allaitement intensif fait à ce que le signal va être donné au niveau du cerveau pour en fait libérer des hormones qui vont bloquer la contraception. Comme je venais de le dire à l'entame, la grossesse, le cycle menstruel, c'est géré par un système hormonal. Ce sont les hormones qui sont à la base, qui gouvernent et les processus pour avoir la grossesse et le cycle menstruel. C'est les hormones. Tout ce que vous voyez, perturbation des règles, la femme qui ne conçoit pas, si elle n'a pas de malformation anatomique, il faudrait questionner les hormones. Donc, j'étais en train de dire ceci, la méthode de la maman consiste à ce que la femme puisse allaiter intensement l'enfant durant les 6 premiers mois de naissance.
vous allez comprendre qu'actuellement, vous êtes là, il y a des mamans ici qui allaitent, mais pendant ce temps ici, elle est obligée d'aller dans ses obligations professionnelles. Donc, ce n'est pas facile d'allaiter l'enfant chaque 3 heures parce qu'elle ne sera pas avec l'enfant. Conséquence, elle risque de tomber enceinte. Donc, ce sont des méthodes qui exigent à ce que la femme soit permanente à la maison pour exécuter cette méthode. Nous avons dans les méthodes modernes naturelles, il y a la maman, à part la maman, il y a aussi la méthode que nous appelons les jours fixes. Dans la méthode des jours fixes, on donne un collier, ce qu'on appelle les mayaka, le collier du cycle. C'est une méthode vraiment recommandée pour les jeunes filles, les étudiantes, parce que ça demande à ce que la femme puisse avoir un niveau je dirais, d'instruction un peu suffisant. Donc, c'est un collier constitué des perles de différentes couleurs qu'on fait déplacer chaque jour jusqu'à arriver au niveau des perles d'une couleur marron, la couleur marron. Et c'est à partir de là qu'on vous dira. Ça demande des explications. Malheureusement, je n'ai pas le collier ici, comme je venais de le dire. Donc, si nous avons la possibilité de temps de parler sur les différentes méthodes contraceptives, nous allons amener aussi les différentes méthodes pour que vous puissiez parler ces méthodes. Donc, c'est-à-dire, on fait déplacer les perles. Arrivé à un niveau de perle, on vous dira que ça, c'est la période rouge où vous ne pouvez pas avoir des rapports sexuels. Et arrivé à telle perle de telle couleur, vous pouvez avoir des rapports sexuels. Ça, c'est une méthode aussi efficace qui est utilisée jusqu'à présent. Comme je venais de le dire, c'est une méthode qui est beaucoup plus recommandée aux jeunes filles et à part ça aussi aux religieux qui jusque-là ne sont pas aussi convaincus sur le méthode contraceptive. C'est vraiment naturel, vous n'allez rien prendre comme médicament. Juste avec votre collier, vous pouvez éviter des grossesses accidentelles. À part la méthode des colliers, il y a aussi une méthode naturelle. La troisième méthode naturelle, c'est l'auto-observation. Dans l'auto-observation, il y a plusieurs techniques. On demande à la femme de palper son col utérin. Dès qu'elle sent que le col utérin est de consistance un peu mollasse, comme des lèvres, là elle est durant sa mauvaise période, c'est-à-dire qu'il y a une imprégnation hormonale en excès. Si ça se donne une consistance ferme comme le nez, elle peut dire que là, je suis dans une bonne période, je peux faire les rapports. Donc là, dans l'auto-observation, c'est elle-même la femme qui gère son corps. Personnellement, j'apprécie beaucoup plus cette méthode. Si la femme arrive à comprendre cela, en tout cas, elle-même va commencer à gérer son corps ou bien à gérer sa méthode contraceptive. Il y a aussi toujours dans l'auto-observation, il faut voir la glaire. Vous prenez l'index et les médius, vous faites entrer dans la cavité vaginale, vous les faites sortir, vous écartez les deux. Dès que vous voyez que la glaire cervicale est filante, là vous pouvez dire que non, je suis pendant ma période fertile. Ok? Là c'est facile. Chaque femme fait des touchés vaginales pour faire sa toilette intime tous les matins. Et puis, là on est en train de me dire que ça va se sentir mal, mauvais. Non, je ne pense pas. Donc, si vous constatez que la glaire cervicale est cassante, là vous pouvez dire que non, je suis pendant la bonne période, je peux faire le rapport. Donc vous gérez vous-même votre corps dans la méthode d'auto-observation. Ça, ce sont les 3 méthodes artificielles, naturelles, dans les grands groupes des méthodes modernes. Maintenant, il y a les méthodes qui posent problème, il y a les méthodes apolloniques, les méthodes artificielles. C'est là où maintenant interviennent les médicaments, les hormones. Les rumeurs où on dit que non, depuis que j'ai commencé à prendre les méthodes, mes règles sont perturbées, j'ai arrêté, mais malheureusement, je n'arrive toujours pas à concevoir tout ça. Parce que dans les méthodes modernes, artificielles, on a fait intervenir les hormones. C'est là où nous avons des méthodes à courte durée. Il y a les COC, POP, qu'on prend chaque jour, ce sont des comprimés qu'il faut prendre chaque jour à des heures fixes, parce que l'heure doit être identique. Si aujourd'hui vous avez pris à 12 heures, demain ça à 12 heures, chaque jour c'est chaque 12 heures que vous devez prendre votre comprimé.
Au cas où vous ne respectez pas l'horreur des prises, ça influe aussi sur l'efficacité de la méthode. Vous risquez de tomber enceinte. Il y a deux méthodes à moyen terme. Donc les comprimés, c'est à court terme. À moyen terme, c'est-à-dire la période est un peu importante. Ce sont, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des Cyanapress. Ce sont des petits dispositifs comme sous forme de seringue qu'une personne peut s'auto-injecter ou bien aller recevoir au niveau d'une structure de soins. Là, ce sont des méthodes qui durent au maximum 3 mois. Vous pouvez le prendre chaque mois pour renouveler la méthode. Il y a des méthodes à longue durée d'action, c'est-à-dire qui prennent 3 ans, 5 ans. C'est ce que madame était en train de prendre. Ce sont des méthodes à base des hormones, beaucoup plus que des oestrogènes progestatifs, au mélange des oestrogènes et des progestatifs. Ce sont des dispositifs qu'on met sous la peau, vous restez avec pendant 3 ans. Vous n'êtes pas obligé de prendre des comprimés chaque jour comme pour les méthodes à courte durée d'action, à faible terme. Mais là, vous restez avec pendant 3 ans, c'est seulement chaque 3 ans que vous pouvez renouveler votre méthode. Il y a ce qu'on appelle le dispositif intra-utérin. Madame la directrice a parlé de ça. Ce sont des dispositifs qui portent des hormones. Il y a des uns qui portent des hormones, à base des hormones. On place dans la cavité vaginale de la femme, qui peut prendre 5 à 10 ans, c'est resté à l'intérieur. Ça va vous déranger. Au début, vous pouvez peut-être se sentir un peu gêné lors des rapports sexuels. L'on peut constater qu'il y a un obstacle pendant les rapports. Mais avec les temps, l'homme va s'habituer et puis ça s'habitue dans l'organisme de la femme. Mais aussi, toujours dans les dispositifs intra-utérins, il y a aussi des dispositifs non hormonaux, c'est-à-dire sans hormones. Il n'y a pas d'hormones à l'intérieur. C'est-à-dire c'est vraiment une barrière mécanique qui empêche à ce que les sémences de l'homme puissent atteindre les objectifs de la femme. Il y a des méthodes barrières, comme vous le savez, il y a les spermicides, il y a les préservatifs féminins, masculins. Et enfin, sur la liste de méthodes contraceptives modernes, nous avons la méthode chirurgicale. La méthode chirurgicale, c'est une méthode irréversible, une méthode qui demande vraiment, qui exige le consentement du couple ou bien de la concernée, ainsi qu'une consultation chez un psychiatre, parce que vous pouvez aussi prendre une décision où vous n'avez pas vraiment de faculté en place. C'est pour cela que ça exige vraiment des témoignages ou bien l'autorisation aussi de la consultation d'un psychiatre. Chez la femme, on fait la ligature des trompes, c'est-à-dire ces trompes. On obstrue les trompes chirurgicalement parce que c'est une petite intervention chirurgicale. Chez la femme et chez l'homme, pardon, on fait une ligature du canal différent, c'est-à-dire le canal qui amène les spermatozoïdes jusqu'au niveau des méailles et des mères. Ça, ce sont des méthodes irréversibles, c'est-à-dire quand vous le faites, nous ne pouvons pas revenir à la situation initiale. Voilà un peu d'une manière détaillée les différentes méthodes contraceptives. Mais il y avait une question qui a été posée par rapport au défi. Non, un instant, au défi, parce que c'était posé à madame la directrice, où on parlait que pourquoi il n'y a pas eu évolution malgré tout ce que nous faisons, la prévalence contraceptive est restée à 15%, tout ça. Parce que dans les engagements pris, il était convenu que nous puissions arriver à une prévalence contraceptive en 2025 à 23% et en 2030 à 30%. Avec une progression, bien une augmentation de 1,5 par année. Nous sommes en 2025. La prévalence contraceptive est toujours de 15%, au lieu que ce soit à 23%. Donc, nous pouvons dire que c'est déjà un échec, donc nous n'allons pas arriver à atteindre notre objectif. Je profite vraiment de marteler sur ça parce que je suis devant la presse, vous, les spécialistes de la communication. Parmi les stratégies que le gouvernement a mis en place pour l'augmentation de cette prévalence contraceptive,
c'est la vulgarisation des lois du texte. Est-ce que, je ne sais pas, je n'ai pas le droit de le faire, de vous poser la question parce que c'est vous qui posez la question. Est-ce que vous, les professionnels de la presse, est-ce que vous êtes informés de l'existence d'une loi, la loi sur la santé publique? Je ne sais pas si vous êtes au courant de ça. Est-ce que vous êtes au courant d'un arrêté, l'arrêté du 18 septembre 2021? Parce que dans cet arrêté aussi, il y a des dispositions claires qui doivent être vulgarisées. Parce que tout ce qui est écrit ou bien tout ce qui a été décidé sur cet arrêté, ce sont des questions que nous recevons quand nous sommes dans la communauté. Or, ça devait vraiment être vulgarisé, mais moi je comprends que ce sont des documents ou bien des lois qui ne sont pas vulgarisés. Je ne sais pas si peut-être la coordonnatrice ou bien quelqu'un parmi nous, comme c'est un échange, si vous pouvez nous rassurer que ce sont des lois qui sont connues par la presse et qui sont vulgarisées. Merci. On connaît, n'est-ce pas? Bon. Il y a la loi 18, je crois, 2035 de 2018 portant sur l'organisation de la santé publique en RDC. Et cette loi comporte dans son chapitre 2, je pense, enfin le chapitre 2 et même 3, consacré à la contraception et à la planification familiale. On en a souvent parlé dans le cadre du RGSSR. En tout cas, ceux qui ne connaissent pas peuvent voir les dispositions de ces chapitres. Et aussi l'arrêté ministériel, n'est-ce pas, sur la contraception et l'accès à la contraception aux personnes en âge de procréer. Dans cet arrêté, je crois, on explique tout ce qui est méthode, comme méthode contraceptive acceptive en RDC. Voilà, il y a tout ça. Je pense que de temps en temps, dans nos groupes, on partage ces lois à vulgariser. Merci beaucoup. Je suis à l'aise parce que les chevaliers de la plume sont informés et diffusés sur cet arrêté. Parce que c'est un arrêté intéressant où on a donné même des tranches d'âge, c'est-à-dire toute femme en âge de progrès, c'est-à-dire de 15 à 49 ans, a droit d'avoir une méthode contraceptive de son choix, mais c'est fait pour les méthodes à longue durée d'action et les méthodes chirurgicales où il faut un consentement de son titulaire. C'est bien, ça nous met à l'aise. Donc j'étais en train de dire, voilà un peu les différentes méthodes contraceptives d'une manière, je dirais, survolée. Et vous n'êtes pas censé aussi de connaître vraiment avec les termes médicaux, mais là, nous avons donné l'information d'une manière générique et vous pouvez aussi vulgariser à votre tour auprès de la communauté. Merci beaucoup. Vous avez parlé des méthodes permanentes, mais il y a quand même une question. Vous n'avez pas été, je l'estime, clair sur un point concernant plutôt la ligature auprès des hommes. Vous parlez de faire de la ligature, mais il faudrait quand même, puisqu'on est professionnel de la presse et après on devrait répercuter le message, mais c'est toujours intéressant quand ça vient d'un spécialiste. Quand vous parlez des ligatures chez les hommes, est-ce que vont-ils continuer à éjaculer? Puisque oui, cette question, ça crée quand même beaucoup de confusion au sein de la communauté. Ouais. Ouais. Merci beaucoup. C'est une question très intéressante. C'est une question très intéressante. Donc l'homme va continuer à éjaculer, mais la sémence que l'homme va donner, ça ne sera pas une sémence qui peut donner naissance. Qui peut donner naissance. C'est-à-dire,
Pour qu'il y ait sémence, qui peut donner naissance à un enfant, il y a des organes qui sont mis en contribution pour donner cette sémence. Maintenant, quand on ligature les canaux différents, ça fait en sorte que certains organes qui contribuent à l'efficacité de la sémence ne vont plus contribuer. C'est ce qui fait que vous allez donner des semences, mais ce sont des semences qui ne seront pas efficaces pour donner naissance à un enfant. Donc l'érection sera maintenue, l'homme va continuer toujours à avoir son érection, éjaculer même, mais ce sont des éjaculations sans effet. Merci pour les dire. Merci beaucoup. Je déjà une question. Oui, juste sur l'annonce qui est de IAF, c'est l'Alliance internationale des jeunes pour la planification familiale. Alors en tant que jeune et faisant partie de cette association, quels sont les défis que les jeunes rencontrent? Parce que le docteur ici a fait allusion à l'âge de procréer, en fait, à l'accès à la contraception à toute personne en âge de procréer, c'est-à-dire de 14 ans. Mais à 12 ans déjà on peut... voilà. Oui, alors, est-ce qu'il y a des obstacles aujourd'hui alors que nous avons déjà même cet arrêté ministériel et tous les autres engagements pays? Qu'est-ce qu'on peut dire à propos de l'accès des jeunes à la contraception ou à la contraception? Oui, merci. Par rapport aux obstacles, il y a plusieurs obstacles. Souvent, c'est lié aussi à l'information. Les jeunes ne sont pas assez bien informés. L'Église catholique. Oui, je disais c'est souvent lié à l'information. Oui, les jeunes ne sont pas bien informés. Oui, souvent aussi il y a les problèmes des mariages précoces, les avortements, les IST, il y a plusieurs obstacles, je peux dire. Oui, en tant qu'IAF et en tant que les jeunes, nous continuons toujours à sensibiliser les jeunes à bien maintenir leur vie sexuelle et reproductive. Et quels sont les retours que vous avez? Parce que souvent, quand vous faites des sensibilisations, nous, on a eu des questions comme ça. Quand nous allons, par exemple, des étudiants pour leur parler des questions de santé sexuelle et reproductive, ils disent qu'il y a des barrières en tout cas entre eux et les parents qui n'avaient peut-être pas été informés. Et lorsqu'on développe ce genre de sujet avec eux, certains déjà pensent qu'on est en train d'inciter des jeunes à la sexualité. Bon, voilà, il y a tout ces tabous autour. Quels sont les retours que vous avez généralement lorsque vous parlez avec les pères, avec les autres jeunes comme vous par rapport à ces questions? Est-ce qu'ils sont à l'aise d'aborder avec vous Oui, en tout cas, ils sont très à l'aise d'aborder avec nous les sujets. Donc, les jeunes sont très à l'aise, je peux dire. Oui. Et vous trouvez facilement, dernièrement, par exemple, nous étions avec des étudiants, oui. On a parlé, on a sensibilisé, mais après, ils nous ont dit, mais pourquoi vous n'avez pas amené des préservatifs, par exemple, et des pilules, parce que lorsqu'on parle, après, on en a besoin. Voilà, souvent dans nos activités, nous amenons toujours les méthodes contraceptives, plus précisément les préservatifs féminins, masculins, les pilules d'urgence, tout ça, nous amenons. UNFPA, c'est notre partenaire. Bonjour docteur. J'ai une Bonjour madame. préoccupation, c'est toujours en rapport avec les méthodes contraceptives. En fait, je connais un couple, hein. Ils se sont décidés, ils se sont convenus de ne plus avoir d'enfants. Et le couple a décidé d'utiliser toujours le préservatif lors de leur rapport sexuel. Étant donné que la femme
a toujours des perturbations de menstrues. Et à chaque fois, ils vont ensemble, ils utilisent des préservatifs. Et cela va faire plus de 10 ans. À chaque fois qu'ils veulent avoir le rapport sexuel, ils utilisent des préservatifs. Alors ma préoccupation, c'est de savoir est-ce que cela pourrait avoir des conséquences plus tard, le fait d'utiliser des préservatifs pendant plus de 10 ans à chaque rapport sexuel, étant donné que la femme a toujours peur de tomber enceinte. Est-ce qu'il y a des conséquences néfastes par rapport à ça? Préservatif, consommation illimitée ou limitée? Sans modération. Ok, docteur. Docteur, ma préoccupation, c'est parce que on a tout le temps parlé des contraceptifs, tout ça là. Attends, moi j'utilise pas. Qu'est-ce qu'elle va poser la question? Non, ce n'est même pas une question d'abstinence. Non, j'ai pas encore d'abstinence, j'ai pas besoin d'utiliser. Moi je cherche, moi je n'utilise pas. En fait, j'allais poser cette question, c'est par rapport à ma belle-sœur. Elle accouche tout le temps. Elle accouche par césarienne. Et à chaque fois qu'on a mis les implants, ce n'est pas que ces hôpitaux de la rue, non, des cliniques spécialisées. À chaque fois qu'elle a des implants, elle ne fait que concevoir. Oui. Elle ne fait que concevoir avec ses implants. Donc elle a eu 3 maternités successives, mais avec des implants. Jusqu'à ce que ma mère avait suggéré une ligature de trompe parce que l'accoucher par césarienne, c'est pas du tout, c'est dangereux aussi. Là, c'est une première. Alors pour elle, elle avait suggéré que la contraception ne fonctionne pas parce que ça, on en a vécu dans notre propre famille. Et une autre, c'était de voisins. On a mis l'implant au bras. Ça là qu'on a mis. Elle n'a pas. Le fait qu'elle ne supportait pas, on a essayé de l'enlever, mais elle est restée avec. Ça a compliqué. Tout à fait qu'on a coupé le bras. Oui. Oui. Voilà les complications. Déjà, ils étaient pris en charge par des cliniques. Des cliniques. On dit son nom. Et ces gynécologues étaient là et tout. Et c'est comme ça que ça s'est passé. C'est pas qu'ils sont allés dans les rues. Non, 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 non. Tout était bien fait. On étudie les cycles. Alors on met des implants. Maintenant, je vais poser une question en tant que médecin. Pensez-vous que les contraceptifs ne garantissent pas toujours ne garantit pas toujours une espérance de naissance pour la protection même de la femme? Merci. La première question, c'est en rapport avec l'utilisation prolongée des préservatifs, si ça n'a pas d'inconvénient. D'emblée, je dirais non, ça n'a pas d'inconvénient. Ça n'a pas d'inconvénient. Donc, au début, l'inconvénient que ça peut générer, c'est au niveau du psychisme du couple. Parce que vous savez, les préservatifs, ce n'est pas facile de l'utiliser. Hein? Ce n'est pas facile entre nous. Il faudrait vraiment beaucoup d'exercices, je dirais, au niveau de la tête pour que ça marche. Mais pour un couple qui arrivait à totaliser 10 ans d'utilisation du préservatif, donc je comprends que leur mental est déjà au point. Ils sont habitués à le faire. Mais sur le plan anatomique, il n'y a pas d'inconvénient. Il n'y a pas d'inconvénient sur le plan physique de l'organe, reproducteur et consort. Ça c'est un élément, c'est vraiment, je dirais, une information
exceptionnel qu'un couple vraiment utilise le préservatif pendant 10 ans. Mais je peux vous garantir qu'il n'y a pas d'inconvénient. Si durant 10 ans, ils arrivent à maîtriser l'utilisation sans gêne, c'est déjà quelque chose de bon. Par rapport à la deuxième question, ça c'est un élément qui revient à tout moment parce que moi je suis un peu inquiet. Apparemment les rumeurs commencent même à convaincre le professionnel de presse. Là je suis vraiment un peu dessus. C'est pour cela que ça demande vraiment qu'avec RJCCR que nous puissions avoir des séances, je dirais 2 fois aussi des renforcements de capacité, c'est important pour informer, nous former le professionnel de presse pour qu'à leur tour ils deviennent comme des distributeurs à base communautaire. Donc il y a un problème, Madame Nathalie, Madame Christelle, vous êtes avec nous parce que j'étais en train de répondre mais vous étiez en train de changer avec les autres collègues. En fait, elle a voulu juste réagir quand vous avez dit qu'il s'agit de rumeurs. Ce n'était pas des rumeurs, ce sont des faits. Oui. Voilà. Moi, je suis mon grand frère, ça marche pour ses soeurs. Et ma maman, elle a l'habitude d'être infirmière. Bon, quand je dis rumeur, peut-être c'est un excès de langage, mais je sens en vous que vous êtes convaincu aussi que ces méthodes contraceptives, là aussi, a des problèmes. C'est ce que je sens en vous. Donc, j'étais en train de dire ceci. Nous devons retenir une chose. Les méthodes contraceptives, si elle est expirée, ça ne sera pas efficace. Les méthodes contraceptives, si elle est mal utilisée, ça ne sera pas efficace. J'en viens. Mal utilisée, mal appliquée, expirée, ça n'aura pas d'effet. Je conçois, je dirais, c'est absurde. Une méthode, l'implant, vous avez donné l'exemple de l'implant, qui n'est pas expiré, ok, qu'on a placé chez la femme et la femme a conçu. En médecine, nous disons toujours, que ça doit nécessairement être comme ça. Parce que la médecine n'est pas une science exacte, ok? Il y a des exceptions. Il y a des exceptions. Mais ce sont des cas hyper rares. Si la méthode n'est pas expirée, la méthode est bien utilisée, l'efficacité est garantie à 99%. Là, je peux vous les garantir sans hésitation, sans réserve. Maintenant, pour les cas de la voisine, chez qui on a amputé les bras, ça, je pense que c'est un problème de technique. Parce que ça arrive. Là, j'ai su aussi un témoignage pareil. Mais là, on n'avait pas amputé. Mais ça s'est soldé par un abcès au niveau du bras. Parce que il faudrait respecter les sites et puis la couche de la peau où il faut placer l'implant. On le place en sous-cutané. Si vous le mettez en intramusculaire, ça peut se solder par un abcès. Oui, c'était mal placé. Là, c'est clair. C'était mal placé. Et puis, elle a pris du temps. Parce que si c'est mal placé, on a la possibilité de l'extraire pour bien replacer. Ça arrive. Là, ça arrive. Parmi les causes qui font à ce qu'il n'y ait pas augmentation de la prévalence contraceptive, il y a aussi un problème de personnel qualifié. Je pense que vous avez juste la photo de Kinshasa. À Kinshasa, ça donne l'impression comme si tout est bon. Tout est bon, les gens sont informés, on fait des campagnes, tout ça. C'est pour cela, nous, à BF, on a opté pour aller en profondeur. On a opté vraiment pour aller en profondeur, c'est-à-dire, quand nous sommes en province, nous allons dans des lieux reculés. Nous ne sommes pas sur la voie principale, mais nous sommes vraiment en profondeur, parce que c'est là où il y a des problèmes. Là où il y a des problèmes, vous arrivez dans un contrée, vous arrivez dans un village où il n'y a aucun prestataire sanitaire. Il n'y a aucun prestataire qui est formé. Nous aussi, la responsabilité nous revient aussi parce que
nous les partenaires techniques et financiers, nous sommes beaucoup plus concentrés dans de grandes villes. Nous répétons toujours les formations auprès des gens qui sont déjà formés. Ça, c'est un problème. C'est notre responsabilité, je ne jette pas la responsabilité à autrui. Donc nous sommes toujours dans des grandes villes, nous formons des gens qui ont été déjà formés il y a 2, 3, 4 fois même. Mais en profondeur, dans des lieux reculés, dans des sites vraiment reculés, dans des villages reculés, vous pouvez arriver dans un centre de santé où tous les personnels, parmi les personnels, aucun personnel est formé en planification familiale. Conséquence, l'accès aux méthodes contraceptives va poser problème, c'est-à-dire vous serez devant un prestataire qui n'est pas formé, mais qui administre les méthodes contraceptives avec comme conséquence échec des effets secondaires que vous connaissez. Donc comme la consultation habituelle, c'est-à-dire quand vous arrivez chez un médecin, il y a des phases, il y a une phase d'interrogatoire et l'examen physique où les malades procèdent à un examen où ils vous touchent. C'est pareil aussi pour la planification familiale. Il faudrait d'abord l'interrogatoire avant de proposer une méthode contraceptive à une cliente. C'est-à-dire présenter les différentes gammes de méthodes contraceptives, examiner la femme et puis à partir de cet examen physique-là que vous allez décider sur la méthode qui est adaptée pour cette femme. Parce que quand vous donnez une méthode qui n'est pas adaptée à la femme, c'est là où nous tombons dans des effets secondaires et va se propager dans la communauté sous forme de rumeurs. Merci. J'ai envie de demander à Christelle, s'il te plaît, quels éléments tu as de la qualification du profil des gynécologues que tu cites? Parce que être gynécologue ne signifie pas être vraiment technicien de la santé sexuelle et reproductive. Est-ce qu'il a reçu ces formations? Et donc, par ricochet, peut-être que l'ABEF pourrait aussi nous rappeler quelles sont les cliniques et les centres de santé que vous avez formés, avec qui vous travaillez sur cette voie-là, n'est-ce pas? Est-ce que vous tenez compte aussi des groupes sanguins des femmes? Ça va de pair aussi par rapport à ça. Et une chose encore, je me demande pourquoi n'est pas aussi créé une sorte aussi des pères éducateurs? Parce que l'effet que beaucoup de gens ne sont pas vraiment informés, vous voyez? Parce que si nous regardons Kinshasa, ce n'est pas seulement ici premier, ce n'est pas le secteur que nous voyons. Kinshasa, c'est même vers les Mbenza, les là-bas, vous dépassez l'aéroport. Tout, il y a une grande population là-bas. Et là-bas, vous allez trouver des femmes, des enfants comme des Dalton, toujours comme ça. Parce qu'il n'y a aucune autre activité. Oui, comme ça, il n'y a pas d'activité, le sexe devient une activité prioritaire. Où il n'y a pas de distraction, c'est ça là. Oui, une diversité et facilement, vous verrez les enfants de 12, 13 ans, 15 ans avec les enfants. Et quand on dit que ce sont souvent des femelles. Alors sur ça, avez-vous déjà pensé aux pères éducateurs? Parce que quand vous formez les centres, je ne pense pas que les infirmières vont dans des maisons. Il y a des pères éducateurs qui peuvent aussi servir de relais, aller dans de différents foyers, au moins renseigner sur ça et puis ramener vers les professionnels de santé. Vous voyez? Pour dire par rapport à ce que je pense, c'était vraiment, on était allé vers des crises spécialisées parce que moi-même, je suis allé se renseigner d'abord à Kitambo, parce que c'est à Kitambo les sièges. C'est là où Kitambo avait orienté qu'il y avait un Galema des spécialistes de la planification. Et c'est là où tout s'est passé, tout s'est produit. Alors, là, comme on a dit, là, c'est à eux de faire des tests. C'est ça, docteur. D'aller vérifier. Je vous parle avec des faits réels. Oui, j'ai l'impression. Oui. Bon, en fait, j'étais en train de rigoler parce que... Sincèrement, moi, quand la famille n'est pas en planification, je dis, hé, maman,
C'est ce que je disais. J'ai déjà mis en vous que vous étiez convaincu par rapport à ce que vous étiez en train de dire. Ouais. Vous étiez très convaincu. Oui. Donc, je disais ceci par rapport à la connaissance du groupe sanguin avant de mettre une méthode ou bien de placer une méthode contraceptive. Oui, nous en tenons compte. Par exemple, un drépanocytaire. Un drépanocytaire, nous le savons très bien qu'elle a un problème de sang. Donc la méthode vraiment qui nous concerne beaucoup plus, ce sont des méthodes orales, des comprimés, parce que dans le comprimé, il y a aussi des fers qui peuvent aussi contribuer à renforcer son hémoglobine. Donc nous prenons compte de ça. Les pères éducateurs, c'est parmi les stratégies nationales. C'est une stratégie nationale qui est utilisée pour permettre à ce que les jeunes, beaucoup plus, puissent être informés de l'existence de méthodes contraceptives. Donc, madame, je peux vous garantir qu'il y a des pères éducateurs qui sont formés, mais une fois de plus encore, ils ne sont pas en nombre suffisant parce que les pays est grand, le pays est très grand. Mais il y a, la père éducation, c'est une stratégie nationale. C'est une stratégie nationale. Merci beaucoup. Oui, docteur, je voulais réagir par rapport à votre réponse. La réponse que vous avez donnée à la préoccupation au témoignage de Maman Lydine sur le couple qui a utilisé les préservatifs pendant 10 ans. 10 ans, c'est vraiment beaucoup. 10 ans, c'est beaucoup et ça, selon moi, ça ne peut pas manquer des conséquences. Même pas physiques, mais sur le plan mental. Ils ont tout cet exercice-là d'utiliser toujours. Vous ne pensez pas que ça peut amener à la stérilité secondaire du fait d'avoir toujours peur. Par exemple, les couples qui sont séparés, je peux dire des copains, ils ont des relations sexuelles occasionnelles. Mais pour un couple marié qui ont des relations vraiment, l'activité est active, je peux dire. Et ça ne va pas conduire à la stérilité secondaire chez la femme. Cet exercice-là, tous les jours pendant 10 ans. Oui, c'est vraiment une très très belle réflexion. Comme je venais de le dire, hein, au début, ce qui est vrai, il y a des troubles mentaux au début parce que pour utiliser les préservatifs, nous sommes là, pour ceux qui l'utilisent, il faut vraiment travailler dans la tête. Il faut vraiment bien travailler la tête. Mais j'étais en train de dire ceci. Ce traumatisme initial, c'est-à-dire au début d'utiliser les préservatifs. Donc la femme est restée avec ce traumatisme-là pendant 10 ans. Il y a possibilité, je pense que ça peut aussi faire l'objet des études, hein, parce qu'il n'y a pas des études qui ont été menées dans ce sens-là. Il y a forte probabilité qu'il y ait une stérilité secondaire. Il y a une forte probabilité. Mais les études, il n'y a pas vraiment des études, des évidences menées pour dire que non, à coup sûr que quand vous utilisez le préservatif pendant une longue période, pendant plusieurs années, vous pouvez chuter dans la stérilité. Mais en tant que professionnel de santé, je peux réfléchir là-dessus. Si on réfléchit, il y a ce qu'on appelle, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, de la grossesse psychologique. C'est-à-dire, une femme enceinte, beaucoup plus arrive chez les stériles. Oui, disons stériles. Donc, les femmes qui n'arrivent pas à avoir d'enfants, ou bien qui ont du mal à concevoir. Le fait qu'elle est dans ça, elle s'est fait des soucis. Elle perturbe ce que nous appelons l'axe hypothalamo-hypophyso-gonadique. Donc, bon, vous allez nous excuser une fois de plus. Nous, en médecine, on nous a bourré de termes. Des fois, c'est que le médecin fort, s'ils veulent impressionner quelque part, là, ils commencent à utiliser des termes médicaux, tout ça. Mais quand je parle de l'arbre hypothalamo-hypophyso-gonadique, c'est-à-dire, je pense que vous avez déjà entendu de l'hypothalamus. Déjà écouté parler de l'hypothalamus, c'est une glande qui sécrète des hormones. Ça se trouve au niveau du crâne. D'accord?
Donc l'hypothalamus, c'est l'hypothalamus qui donne les rythmes pour qu'il y ait fonctionnement des ovaires. Ok? Donc l'hypothalamus, hypophyse, c'est juste en dessous de l'hypothalamus. L'hypothalamus donne les signaux pour que l'hypophyse prenne les relais, et l'hypophyse va donner l'information au niveau des ovaires pour commencer à produire les hormones. Ok? On a dit ici, les rythmes, que ce soit pour le cycle menstruel, que ce soit pour la conception, est géré par les hormones. Cet axe-là, c'est l'axe principal pour qu'il y ait règles, pour que la femme puisse concevoir. Maintenant, pour une femme qui est tout le temps pensive, en train de vouloir à tout prix concevoir, cet axe-là sera perturbé et elle va tomber dans la stérilité. C'est là où je vous étais en train de dire, et c'est là où j'étais en train de vous rejoindre pour dire qu'il y a possibilité. Je ne sais pas, peut-être on peut l'expérimenter si les couples arrivaient à arrêter d'utiliser le préservatif pour voir réellement si la femme est tombée dans la stérilité ou non. Mais il y a une possibilité que la femme puisse devenir stérile parce qu'elle a vécu dans cet environnement de stress pendant longtemps. On doit questionner son axe pour voir s'il n'y a pas de perturbation. Mais s'il y a perturbation, la femme peut développer la stérilité. Donc ce sont des cas que nous recevons souvent. Les femmes stériles, tu vois qu'elles commencent à présenter même des signes de sympathie de la grossesse, c'est-à-dire nausées, tout ça. Arrivé au niveau de l'hôpital, on fait les tests de grossesse négatifs. Ah, ça vous est arrivé. Négatif. Mais elle ne voit plus ses règles. Elle ne voit plus ses règles. Elle a des nausées, elle a une hypersalivation. Mais quand on fait les tests de grossesse négatifs, donc c'est une femme qui a développé ce que nous appelons une grossesse psychologique. On va continuer, même si on est en train de tendre vers la fin. Juste le temps de vous présenter le docteur Crispin. Bon, il peut encore se présenter lui-même. Il est de l'organisation Option. Docteur Crispin, bienvenue à ces échanges. Si vous pouvez vous présenter aux journalistes qui sont ici et nous dire Option, c'est quoi? Merci beaucoup pour la parole, mesdames. Je suis docteur Crispin Kunzi. Je travaille au compte de l'organisation Options Consultancy Services. Donc, je suis conseiller en renforcement du système de santé et plaidoyer. Alors, je pense que je vois quelques visages ici qui avaient participé à notre premier atelier qui était organisé à septembre. Donc, c'était beaucoup plus sur les suivis budgétaires, l'analyse budgétaire, des choses un tout petit peu comme ça. Donc, ces gens qui ont participé, ils sont un peu familiers à mon visage. Donc, nous travaillons beaucoup plus dans le programme WISH 2. Alors, donc dans le consortium avec MSI, IPAS, donc tous les partenaires. Et donc, notre rôle dans ce consortium, c'est beaucoup plus focalisé sur le financement de la santé et la redevabilité. Donc, nous travaillons beaucoup plus avec le programme, notamment le PNCR et puis le programme national de compte de la santé. Donc, c'est ça en fait. Et puis, nous avons aussi un volet de travail avec les organisations de la société civile. Et nos zones d'intervention sont beaucoup plus la ville, province de Kinshasa, et puis toutes les provinces couvertes par MSI, notamment le Congo central, puis Mukwango, Maïlobe et Chopo. Donc c'est ça en bref au fait. Je suis content de participer à cet atelier. Bien que j'étais un peu en retard, je m'étais un peu perdu par rapport à la localisation. Mais c'est vraiment très pertinent les sujets sur lesquels on est en train de discuter. Et nous pensons que aussi, nous serons vraiment ravis de collaborer bien évidemment avec l'organisation dans le futur. Donc merci beaucoup pour la parole. Et quand vous avez le micro, vous pouvez dire qu'est-ce qu'on peut retenir comme l'importance d'investir dans la prévention. Ok, ce qu'on peut retenir comme importance d'investir dans le domaine de la planification familiale, dans ce sens, je vous parle avec, disons, en utilisant mon casquette de spécialiste en santé publique, particulièrement en économie de la santé.
Alors, investir dans le domaine de la planification familiale a beaucoup plus d'effets positifs, en même temps au niveau du couple, du ménage. Là, c'est sur le plan microéconomique et sur le plan macroéconomique au niveau de la nation. Alors, au niveau de ménage, la première des choses est que normalement, un couple qui a beaucoup d'enfants et qui n'a pas la capacité, bien évidemment, de nourrir, de scolariser ses enfants, au fait, c'est un fardeau, non seulement pour la communauté, mais en même temps, ça devient un fardeau au niveau national. Alors, investir dans ces domaines, lorsque ces couples, ils ont l'information appropriée, ils ont l'accès aux services, ça permet bien évidemment de protéger, disons, leurs ressources. Et comme vous savez que nous sommes dans un pays à ressources limitées, la plupart des ménages n'ont pas suffisamment de fonds. Alors, avoir un nombre limité d'enfants est bénéfique dans ce sens au niveau du couple. Sur le plan national, bien évidemment, lorsque nous avons un capital humain, disons les gens qui travaillent, il y a un capital humain qui sont en bonne santé, parce que normalement, pour qu'un enfant soit en bonne santé, un adulte, il faut avoir un bon emploi, il faut avoir tout, et pour bien contribuer bien évidemment au développement du pays. Alors, normalement, quand une personne n'a pas une bonne éducation, une personne ne travaille pas, au fait, c'est une charge pour l'État. Donc, c'est un manque à gagner, bien évidemment. Et ce qui renforce, bien évidemment, même ça peut contribuer dans le renforcement de l'insécurité, parce qu'il n'y a pas d'emploi, on n'a pas contrôlé les naissances. Donc, dans ce sens, investir dans ces domaines, c'est vraiment pertinent en même temps pour l'État et pour le ménage. Et si maintenant on rentrait au niveau dans le domaine spécifique, dans le domaine de la santé, pour la mère, bien évidemment, le fait même d'espacer les naissances, c'est bénéfique pour elle. Parce qu'en espaçant les naissances, on évite les complications, toutes les complications possibles liées à la grossesse et, disons, à l'accouchement. Parce que comme médecin, quand vous voyez une femme qui accouche chaque année, par exemple, il ne donne pas bien évidemment le temps à son utérus de se reconstituer. Et il y a beaucoup plus de risques de faire des ruptures de l'utérus. Donc il y a tout ça en fait qui peut venir. Donc ça c'est sur le plan médical, les conséquences qui peuvent survenir sur la santé maternelle. Et comme vous le savez, à RDC, on est en train d'appuyer, comment on appelle ça, la couverture santé universelle. Et on fait, disons, on a un accent particulier qui est fait sur la réduction du taux de mortalité maternelle. Alors si on s'attaquait bien évidemment à la cause, c'est-à-dire on finance la planification familiale, ça permet même d'éviter les décès liés, disons, à la grossesse. Et je vais vous donner un petit exemple. Donc il y a l'État qui prend par exemple 5 millions de dollars et puis il finance l'aspect, disons, les complications liées aux grossesses, la prise en charge d'accouchement. Peut-être un seul accouchement, je ne sais pas si parmi vous il y a quelqu'un qui a une idée, un accouchement coûte combien à Kinshasa? Combien de dollars? Beaucoup d'argent, 100 dollars. Voilà. Et quand c'est la césarienne, vous voyez que ça devient 650, 850, même 1000 dollars. Voilà. Mais si on partait maintenant dans le sens que on demande le prix maintenant disons, des contraceptifs qu'on utilise, vous allez voir un peu que le fait d'investir dans la planification familiale, ça aide l'État à bien utiliser aussi les ressources. Vous comprenez un peu l'idée dans ce sens. Alors, il y a aussi des complications, normalement du côté médical aussi, pour les enfants aussi. Parce que plus un couple a beaucoup d'enfants, ils n'ont pas le moyen pour le prendre en charge. Alors, les conséquences, c'est que les enfants vont souffrir de malnutrition, les enfants peuvent développer des maladies, et ces maladies-là qui seront prises en charge par le guérisseur traditionnel, par peut-être, ou à la maison. Et tous ces enfants, ils seront amenés à l'hôpital, disons, en retard,
Et c'est un coût supplémentaire aussi pour l'État qui a la politique là, de la gratuité des soins, vous voyez. Donc ils vont dépenser beaucoup plus que si on dépensait sur les contraceptifs, sur disons les aspects de la planification familiale. Donc c'est ça ce que je voulais juste partager par rapport à ces domaines. Donc il y a en tout cas beaucoup de volets qu'on peut aborder dans ce sens, mais investir dans la planification familiale, c'est vraiment très capital. Et c'est l'un même des piliers du développement pour le pays. Donc, merci. Merci. On applaudit. Merci, docteur. Alors, soyez présents et dans la salle et sur papier, s'il vous plaît. Donc, veuillez vous rassurer de remplir les listes de présence, c'est fondamental. Et simultanément, vous pouvez aussi formuler vos recommandations parce que lentement mais sûrement on tend vers la fin. Donc, vos recommandations aux décideurs, au gouvernement, aux partenaires techniques et financiers, donc peut-être à nous-mêmes aussi en tant que structure, veuillez noter voilà, des résolutions aussi par rapport à nous-mêmes. Vous pouvez les noter en bonne et due forme pour qu'à la fin, on puisse le mettre en musique, lire peut-être les grandes lignes et puis les restes suivront. Peut-être que l'on avait dit à docteur Anne-Marie avant qu'elle s'en aille. Donc, liste des présences, recommandations, et pendant ce temps, on va prendre les dernières questions. On commence ici. Docteur, oui, je vais rebondir sur ce que vous voulez dire. Justement, ce qui est vrai, donc je vais poser la question, je pense que oui. Justement, ce qui est vrai, les méthodes contraceptives sont très importantes. Parce que ça permet justement la planification familiale. Mais est-ce que vous avez pensé à ces zones rurales où, au-delà de l'information, les moyens financiers posent aussi problème? Quand il faut aller à l'hôpital pour les méthodes contraceptives, il faut de l'argent. Ça pose problème. Est-ce qu'il existe aujourd'hui des structures qui donnent des soins gratuitement, soit qui facilitent en fait, l'accès à ces méthodes contraceptives? Ça déjà. Dans les zones rurales, et aussi peut-être à Kinshasa, parce que ce n'est pas seulement dans les zones rurales qu'il y a la signification du souci d'argent, etc. Mais aussi, en ce qui concerne les différentes méthodes, vous avez cité les méthodes naturelles et artificielles. Aujourd'hui, je pose la question, c'est compliqué déjà, je parle particulièrement des zones rurales, parce que là-bas, je ne vois pas un homme écouter sa femme lui dire on va s'abstenir pendant 2 semaines, 1 mois parce que nous ne voulons pas avoir des grossesses non désirées, etc. C'est compliqué, ça peut amener même au divorce. Et quand on parle de méthode artificielle, disons, quelle est la méthode la plus efficace? Parce qu'on vient d'écouter l'histoire ici, il faut aller à l'hôpital, ça déjà ça demande des moyens. Et comment procéder pour que nous soyons sécurisés et ne pas avoir de grossesses non désirées? Voilà, merci. Bien, merci pour votre question. Si j'ai bien retenu, il y a eu 3 questions. La première, je voulais savoir pour les gens qui n'ont pas de moyens financiers, comment faire pour accéder aux services des PF. Ça, c'est une information que vous venez de passer même. Donc, parmi les freins, les problèmes qui font assez que nous puissions ne pas atteindre les objectifs, nos engagements, c'est entre autres le manque de moyens financiers pour accéder aux services de planification familiale. Raison pour laquelle, dans nos stratégies que le gouvernement, que le pays a mis en place, c'est l'intégration de la planification familiale dans le paquet des services de la couverture santé universelle. Ça, c'est un combat, parce qu'on doit intégrer ça dans la CSU. Comment nous faisons? Pour ABEF, nous avons des cliniques, comme dans mon introduction, j'avais fait allusion, nous avons des cliniques, dans nos cliniques propres, les cliniques qui appartiennent à ABEF, nous offrons des services gratuitement de planification familiale. Mais pour les structures partenaires et les structures étatiques, c'est géré par les privés ou les gouvernements. Là, souvent, le programme national le programme national de la santé et de la reproduction a mis en place une stratégie où le soin, les services des PF sont payés à un prix forfaitaire abordable. Donc, après discussion avec la cliente, vous pouvez avoir
avoir la méthode. Mais c'est un problème, là, il faudrait le dire, parce que la gratuité de l'offre de PEF n'est pas générale, n'est pas, je dirais, nationale. Donc il y a des particularités, mais jusque-là, les soins restent payants pour l'offre de PEF. Mais dans nos cliniques, je peux vous garantir que ça se donne gratuitement. Les méthodes naturelles, comme vous avez dit que non, dans les milieux reculés, ça peut aussi créer des problèmes dans le couple parce que l'homme qui veut à tout prix avoir sa femme et la femme lui dit que non, nous sommes pendant ma période fertile, ce ne serait même pas possible que nous puissions avoir des rapports. Oui, je l'ai bien souligné que ce sont de méthodes qui ont prouvé ses limites. Ok, ça demande vraiment une grande collaboration dans le couple. Si ce n'est pas le cas, il n'y aura pas de réussite. Là, c'est évident. La méthode la plus efficace de toutes les méthodes sont efficaces. Il n'y a pas de méthode plus efficace que les autres. Donc, les méthodes sont adaptées à la cliente. Toi, tu peux prendre l'implant. Moi, chez moi, on me donne, ou bien j'opte par rapport à mon profil, j'opte pour les coller d'ici. Donc, toutes les méthodes sont efficaces si elle est utilisée comme il se doit. C'est un peu ça. Voilà, cher confrère, le docteur doit s'en aller. S'il vous plaît, que ceux ou celles qui ont des recommandations à formuler à la PEF, comme CTLP, comme partenaire, n'est-ce pas, pour CTLP surtout, ils peuvent le faire maintenant. Une ou deux recommandations phares, on laisse le docteur s'en aller et nous, on va rester sur nos propres résolutions aussi avant de faire la photo finale et complète, n'est-ce pas? Est-ce que quelqu'un peut formuler une recommandation? Oui, docteur, c'est Solange Liaté et j'aimerais poser ma question à Lingala. C'est parce que... Oui, bon, la porte est sous français. Banda Tongo, tout ça, dans le français, dans le méthode de contraceptif, tout, na évité. Soki nyonso toza koloba. Na ba français na biso minene. Toke nango na ba masina mape na kuna na ba mboka na biso neti mboka na ngana ya koma. Voilà. Boke na ba français wana, je pense que ba koyoka ti. Est-ce que vous pensez que vous vulgarisez méthode dans la langue nationale? C'est ça. Beaucoup plus sur la Kinshasa, mais dans le bin na mape la wana, vous vulgarisez en la langue nationale. Là si natanga ba brochure na bino ya avec. Mais c'est beaucoup plus beaucoup marocain na français. Vous pensez que vous traduire en la langue? Na lingala oyo ya un peu facile standard quoi. Hein, oyo ya makasi na loba na télévision te mais lingala moko ke OK na na ba mapela wana ba comprendre. Merci. Ok, on me fait signe ici que c'est une recommandation, mais je voulais faire un petit commentaire par rapport à ça. Pour ABF, pardon, pour ABF, pour ABF, oui, je vais avoir une recommandation que photo tout ça la paix ba message na langue sur la langue nationale. Mais ils ont un programme au niveau du gouvernement, niveau du ministère de la santé, le programme national de la communication pour la santé. Ça déjà, il existe ça existe. Vraiment des spécialistes de la communication, ça là message na langue nyonso. Peut-être la brochure va venir au point na mopenate, ils ont ça la montée, ils ont un ministère de la santé à travers le programme de la communication. Mais pour ABF, tu capter, donc tu repenser dans moi ceux qui toujours ma coquine na lingue wana comme ça vous permettre que na musinga ya koma ba informer. Juste docteur, juste signaler que Fifi Solange a trop participé à l'atelier, il y a traduction protocole de mais le juste ça la joue par rapport à la recommandation où est-ce que ça bon et là on a le bezali
déjà dans l'activité communautaire, tu utilises la mingi lingala. Et tu quittes le terrain, langue où tu utilises la lingala. Pour la meilleure compréhension, on a OP, on français. Donc côté on a déjà la sensibilisation, on a besoin de qu'il y ait un appel, un machine, un télé, tu utilises souvent lingala. Comme ça, il va partir avec quelques recommandations, il va noter pour le compte Déjà, il dit qu'il faut aménager un espace plus propice pour expliciter les méthodes. Merci pour la parole. Comme recommandation, la mise en place d'un projet sur la santé sexuelle et reproductive, particulièrement sur la planification familiale dans les zones périurbaines de la ville, province de Kinshasa, principalement Maluku, Kivanteke, Limete, et quand je parle de Limete, je vois Ndanou et Pakadjouma, Selemba aussi, sous forme de sensibilisation et enquête, qui sera exécutée par le père éducateur ou les journalistes du réseau. Une recommandation. Alors, je préfère vraiment prendre le côté journaliste parce que les recommandations doivent vraiment nous concerner aussi en tant que journalistes. Parce que nous voulons accompagner le plaidoyer, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour nous faciliter aussi la tâche? Je vous ai dit qu'il représente le CTMP. CTMP, Comité technique multisectoriel permanent de planification familiale, où il y a tous les acteurs, le gouvernement, les partenaires techniques et financiers, les organisations et tout ce que vous connaissez comme acteurs de planification familiale se retrouvent dans le CTMP. Et donc, s'il y a des recommandations par rapport même au travail que nous faisons en tant que journalistes, pour pouvoir accompagner en bonne et due forme c'est que le CTMP est en train de faire pour faire avancer la planification familiale. Je pense qu'on peut adresser ces genres de recommandations. Il va le noter. Mais moi, j'ai aussi noté quelque chose. Docteur, vous avez dit que lorsque nous regardons le visage de Kinshasa, nous n'avons pas l'impression que les choses ne marchent pas vraiment. Il faut aller dans le fin fond du Congo. Et vous avez dit qu'il arrive que vous arrivez quelque part dans une zone où il n'y a même pas de personnel formé. Nous avons besoin, nous, de ce genre d'informations. Partagez-nous ce genre d'informations pour que nous puissions relayer. Et ça va nous permettre aussi d'avoir des contenus, de bons contenus pour nos articles. Dire par exemple, faire un reportage, voilà, dans tel secteur, dans telle zone, il n'y a même pas de personnel formé pour prendre en charge les services de soins de planification familiale. Je disais ceci, la population congolaise, de Kinshasa plutôt, de la capitale, est majoritairement jeune. Alors, lorsque nous sensibilisons, peut-être vous et nous sensibilisons sur la santé sexuelle et reproductive, nous mettons l'accent sur la sexualité responsable. Je crois à ce niveau, on doit vraiment impliquer la jeunesse dans les processus, dans tout ce que nous faisons, pour que ces jeunes-là puissent s'en approprier. Vous savez, aujourd'hui, j'ai aimé quand le docteur a parlé de deux méthodes puissantes. Nous avons deux séries, méthode traditionnelle et méthode moderne. Et plus nous mettons en avant les méthodes modernes, sans pour autant parler du bien fondé de méthodes traditionnelles. Moi, je crois au niveau de la jeunesse, moi, je formule à ce qu'on puisse aussi sensibiliser la jeunesse à des méthodes traditionnelles. Ça serait aussi les épargner des grossesses à risque et des grossesses, comment on dit, non voulues, non désirées. Merci beaucoup. Alors, puisqu'on a pris des recommandations au CTMP, on peut laisser s'en aller le docteur, c'est fini. Ah oui, les moyens aussi, docteur. Nous donner les moyens, nous ne demandons pas une ligne budgétaire.
mais un moyen pour nous permettre, ne serait-ce aussi la mobilité. Parce que vous savez que la communication a un coût, forcément aussi dans nos médias. Nous pouvons avoir toute la bonne foi qu'il faut, mais à un moment, pour faire passer ce qu'on appelle communication chez nous, à un moment, ça nous coûte quand même de l'argent. Même si ce n'est pas à comparer avec ce qui est politique et autres, économique, mais on nous demande quand même, parce que ce sont des médias, et publics et privés, tous sont payants. Voyez-vous? Donc on a aussi besoin à un moment des moyens pour soutenir les plaidoyers, si vous voulez, la communication que nous voulons assurer, notamment l'intégration de la PEF dans les paquets de services pour la couverture santé universelle. Comme c'est cher au chef de l'État, peut-être que les médias, en accompagnant aussi ce volet-là, ça pourrait faire un autre effet. Alors c'est la dernière recommandation. Ok, merci beaucoup pour la parole. Ma recommandation est celle-ci. Juste pour nous aider aussi, nous qui sommes des médias, à bien vulgariser l'information. Quand nous allons sur le terrain, quand nous diffusons des émissions sur la santé sexuelle, de reproduction, sur la planification familiale, vous devez nous donner aussi, comment dire, la force de mieux vous défendre. Parce que, comme je venais de dire, il y a des femmes qui réclament que ce sont des méthodes néfastes qui leur dérangent, qui dérangent la santé. Et notre situation est que si vous, déjà de votre côté, comme vous avez dit, que peut-être dans ces zones-là, il n'y a pas de personnel de santé bien formé. Si on peut déjà retourner un tout petit en arrière pour commencer par là, chercher des personnels de santé bien formés pour faire ce genre de travail. Ça va nous faciliter aussi la tâche. Et puis, deuxièmement, nous savons que c'est une œuvre humaine. Donc, une œuvre humaine n'est pas toujours parfaite. Mais il y a des avantages et des désavantages. Mais chercher à ce qu'il y ait plus des avantages pour activer les femmes à ces méthodes de contraception familiale. Ça va nous faciliter. Quand nous allons aussi vers eux, ils vont commencer à accepter ça facilement. Ok, merci. Voilà, docteur. Merci encore pour votre disponibilité. Et vous avez sûrement un mot de la fin pour aujourd'hui. Peut-être qu'il s'accompagnera d'une promesse. Merci beaucoup. Une fois de plus, je tiens à remercier les RJCCF pour cette initiative. C'est vraiment des initiatives qui demandent de moyens, mais avec le concours ou bien la contribution de chacun. Et ça a pris corps et puis ça s'est réalisé. Une fois de plus, vraiment mes sincères félicitations. Nous, en tant qu'EABF, nous vous soutenons dans cet élan. Je peux promettre. Je peux promettre que nous avons noté que nous allons organiser une séance, je dirais, d'information et de renforcement des capacités des journalistes sur la planification familiale, parce que j'ai senti que c'est vraiment un besoin. Parce que si les professionnels de presse sont bien outillés ou bien informés, et puis la bonne information sera aussi à leur tour bien vulgarisée. Donc, je vous remercie beaucoup. Bonne continuité de notre déjeuner de presse. Merci. Merci beaucoup, docteur. Au revoir. Et bon travail. Mais applaudissez comme il se doit. Il nous a donné de son temps et beaucoup de matière ce matin. Merci encore. Alors, il y a un autre docteur qui reste encore avec nous, n'est-ce pas? Mais on est vers la fin. On a peut-être quelques minutes pour nous dire nos résolutions entre nous. Parce qu'à un moment, on a plaidé pour ceux qui font le service communautaire, le relais communautaire ou autre. Mais on n'a peut-être pas parlé de nous-mêmes. Aussi, à un moment, on a senti, même dans notre propre chef, Madame la coordonnatrice, des préoccupations qui, en principe, ne devaient pas être nôtres.
parce que nous, on se spécialise sur certaines questions. On devait être le mieux outillé pour les partager, même avec les experts. C'est-à-dire qu'entre nous aussi, on a des besoins à combler, des besoins non satisfaits, à répondre aussi pour faire davantage pour les autres. Alors si on a quelques résolutions entre nous, on peut aussi se les formuler avant qu'on dise le mot de la fin. Et je suppose que chacun a rempli la liste de présence. Et à noter les recommandations qui n'ont pas été formulées à haute voix. Oui, moi je voulais vraiment marteler sur la formation des journalistes. C'est très important. En tout cas, je l'ai compris sur place. Nous devons nous-mêmes être vraiment formés, bien outillés, pour apporter des messages vraiment convaincants aux gens, aux femmes qui hésitent encore pour utiliser ces méthodes. Nous devons avoir vraiment un bagage vraiment important pour convaincre ces femmes. Donc une formation pour nous, c'est vraiment très important, très capital pour que nous puissions convaincre les femmes à adhérer les méthodes de planification familiale. Merci. Nous aider également à avoir des personnes ressources pour parler de cette matière qui est très cruciale pour la femme, mais également pour les jeunes. Parce qu'aujourd'hui, il y a eu des informations qui font en sorte que beaucoup de femmes meurent, même dans nos quartiers. Vous vous rendez compte, vous tombez dans une nouvelle où la femme était partie pour accoucher, malheureusement elle n'a pas survécu. Et ça fait toujours mal quand vous essayez de creuser. Vous vous rendez compte que cette femme n'avait pas assez d'informations. Même son mari qui l'accompagne n'avait pas assez d'informations, mais la maman laisse les orphelins. Donc je pense que c'est très important pour que nous, journalistes, c'est vrai, nous avons la facilité de pouvoir propager les informations, mais avec qui? Donc il faut avoir vraiment des personnes de ressources qualifiées pour nous aider à pouvoir briser cette désinformation. Et puis aussi avoir des manuels de guide à notre disposition. Parce que là aussi, ça nous permettra au moins de donner à qui que ce soit, parce qu'on dit toujours que les paroles s'envolent mais les écrits restent. Les personnes peuvent au moins aussi autour de leur communauté, sans nous aussi, essayer de partager ces manuels, comme on peut dire, dupliquer en plusieurs langues. C'est pas tout le monde qui maîtrise la langue française. Et là, ça permettra au moins que l'information passe, parce qu'on a bien compris que de bouche à l'oreille, l'information circule facilement. Merci. Ok, merci beaucoup. Je vais regérer en ce que Madame vient de dire sur des personnes ressources. Souvent, nous contactons ces personnes qui sont avec nous pendant les exposés. On a aussi des numéros de téléphone. On les contacte pendant des émissions. Parce que nous, on ne peut pas parler tout seul. On doit avoir des invités qui sont des personnes compétentes en la matière. Mais ça se fait que ces personnes-là sont souvent... Ils ne sont pas disponibles, voilà. Et puis il y a des reports, on appelle et sans succès. Et ça fait fatiguer. Si vous pouvez déjà, en tout cas, nous aider aussi sur ça. À nos amis de l'audiovisuel, réaliser plus de reportages, des pages magazines surtout, et des émissions à caractère, ceux qui font surtout les émissions sur la santé. Parler de ça un peu de temps en temps, même une fois le mois, 2 fois le mois. Donc vraiment demander des espaces dans nos chaînes de télévision qui peuvent vous accorder des espaces pour parler un peu, vulgariser, sensibiliser la population sur la reproduction familiale. Voilà. C'est très important surtout pour notre pays et le faire aussi dans toutes les 4 langues nationales. Moi, ce que je voulais ajouter un peu, au niveau aussi de nos églises, dans certaines églises, il y a ce qu'on appelle réunion de mamans. S'il y aura moyen qu'on puisse aussi en parler, surtout les femmes entre nous. Et puis, comme il y a certaines femmes qui disent que la Bible nous dit remplissez la terre. Pour lui, elle s'est dit qu'il faut qu'elle il faut ça. Elle n'a pas d'éducation sur
sur la maternité, quoi. Donc, dans l'église aussi, on parlait dans les différentes communautés. Et disons les églises en général, surtout les pasteurs, pour sensibiliser les femmes sur la maternité. On arrive à la fin et c'est le moment du dessert de l'autre côté. Madame la coordonnatrice, encore. Mais aussi multiplier ces genres de rencontres, hein, parce que ça fait longtemps. Parce qu'on est tout le temps, comment est-ce que je peux dire, informé, on peut encore mieux former ou informer aux autres. Voilà, on est à la fin, c'est le moment des desserts. La coordonnatrice va dire le dernier mot. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Merci pour la participation active de chacun et de chacune. Merci pour les résolutions qui sont sorties de ces échanges. Merci pour les recommandations qui ont été adressées à l'organisation et aux partenaires. Nous espérons qu'à l'issue de ces échanges, nous allons accroître. Nous allons améliorer en quantité et en qualité la couverture médiatique sur les nécessaires en général, la planification familiale en particulier. Vous savez, si les femmes, les filles n'ont pas accès à la contraception, il y a beaucoup de conséquences, on en a dit, on en a parlé ici, mais vous savez, on a évoqué la mortalité maternelle, mais pas seulement cette mortalité qui est due aux accouchements à risque, mais aussi à l'avortement. L'avortement non sécurisé. Parce que lorsqu'on n'a pas accès à la contraception, on tombe enceinte d'une grossesse non désirée, souvent les femmes et les filles pensent à avorter. Mais lorsqu'elles vont avorter, souvent elles vont vers des méthodes qui ne sont pas requises, vers des charlatans et tout, et cela provoque beaucoup de conséquences. Donc je pense que nous allons sortir avec ça et qu'après ici nous aurons beaucoup d'articles, beaucoup d'émissions. Moi c'est à Boigna. Je pense que prochainement, moi c'est à Boigna, tu remarquerai vraiment sur ma planification familiale, accès des femmes à la planification familiale. Et eza facilité na baparent bamona ke bato ya information to mpe baye kopesa information ake fo kosala kobatela mpona kobota ebele surtout na baeglise nango basouleva yango wana mpona baeglise ekota mpenaki bapaster mingi barejetaka bainformation wana to basoki bozoleka de temps en temps na télévision eke bozopesa information na badesavantage baavantage en tout cas nakanisi ke kosunga bapaster ebele surtout bango nde baboyaka parce que souvent ils n'ont pas non plus la bonne information. Nous avons eu une expérience dernièrement, un atelier avec les animateurs des radios communautaires qui émettent à partir des marchés des Kinshasa. Et la plupart de ces animateurs-là sont des pasteurs. Mais quand on a échangé avec eux, ils se sont rendus compte qu'effectivement, ils n'avaient pas la bonne information. C'est pour ça qu'ils rejettent souvent ce qu'on dit. Mais après avoir été en contact avec des bonnes informations, ils ont compris et ils se sont fait eux-mêmes déjà sensibilisateurs. On les a visités dans les marchés et tout. En tout cas, ils ont commencé vraiment à apporter les informations. Donc c'est vraiment une bonne chose, on garde ça. Les partenaires, ils sont en train de faire des interviews. Docteur Crispin, vous avez entendu, vous qui êtes dans l'économie de la santé, en tout cas nous quand on entend économie, là on est content. C'est l'argent, l'argent répond à tout. Donc vous avez suivi les recommandations, les besoins des journalistes pour bien faire aussi le travail, pour accompagner le plaidoyer et tout. Donc vous aussi quand vous allez rentrer là-bas, faites le rapport, voilà, faites le rapport
Comme ça, vous allez aussi nous appeler pour dire, ben voilà, RGCCR, nous voulons vous accompagner dans ça et tout pour bien faire le travail. Donc je crois qu'on a fini. Ce qui était servi là, c'est pour nous. Ceux qui en ont encore besoin peuvent continuer en informel. Mais maintenant, tout ce qui reste à faire, c'est le remboursement de transport. Mais avant ça, on va faire la photo de famille, mais on va le faire en bas. On va le faire en bas et puis on va servir. Alors pour ceux qui veulent les images pour peut-être diffuser les sons, alors on a pris des images. Contactez-nous, dites que vous avez besoin des images, comme ça on vous donne des images. Pour que ça vienne aux images là.